C'est une légende du football et c'est un immense honneur d'accueillir Rai sur le plateau de TV5 Monde. Bonjour Rai. Bonjour, c'est plaisir. Et c'est extraordinaire de se dire encore que toute cette légende, toute cette vie de foot, et on va parler aujourd'hui de l'association, de ce qui est fait pour les gosses, pour l'éducation, ouais. Au fond, c'est une vie comme une légende. C'est vrai que ça reste une histoire que les gens accompagnent. Il y a beaucoup de visibilité, il y a la passion, le foot. Ça, quand on parle de foot au Brésil en plus, c'est quelque chose que tous les gamins rêvent un peu, même si pour moi, ce n'était pas mon cas. Moi, je ne pensais pas être un joueur de foot. Mais quand on est en pleine carrière, on ne se rend pas compte. Ouais. Et au fur et à mesure qu'on a des victoires, on participe dans des groupes qui gagnent, qui sont champions. Et c'est cet échange avec le public qui fait toute la différence. C'est cette passion qui marque pour la vie. Un jeune, oui. Par exemple, un enfant, et quand je sors dans la rue et qu'il y a des gens, il y a des yeux, des gens qui aujourd'hui ont 50 ans, qui ont 60 ans, qui ont des yeux qui brillent, qu'ils étaient jeunes quand ils m'accompagnaient jouer. Je crois que c'est ça qui donne la grâce au foot. Alors c'est vrai qu'il y a un bouquet qui s'appelle « Les buts de ma vie », un homme engagé sur tous les terrains, engagé, c'est chez les éditions Face Cachée. Ouais. Les buts de ma vie, alors ça c'est au sens large, on va parler de ce que tu fais, je le disais, pour les gosses, mais d'abord, le foot, évidemment on pense au PSG, joueur emblématique, même capitaine à un moment donné, on pense à la Coupe du Monde 94 avec la sélection du Brésil, dont tu as été capitaine à un moment donné. Et puis, au fond, c'est des moments inoubliables, ces buts. Oui, c'est des moments inoubliables. Et aussi, je crois que j'ai pris le soin de rester longtemps. La plupart de ma carrière, j'ai passé dans 2 clubs. À São Paulo FC, que c'était 8 ans, et j'ai considéré comme un des meilleurs joueurs de l'histoire de São Paulo. Et 5 ans à Paris, dans les années 90, un moment qui a marqué l'histoire du club aussi. Et moi, j'étais le capitaine, donc un peu le symbole de cette époque, de cette génération. Et je crois que c'est cette histoire dans le foot qui marque. Mais au fur et à mesure, au Brésil, le foot, c'est quelque chose qui est très important. Ça est devenu quelque chose aussi partout dans le monde. Et que c'est une histoire qui, en fait, c'est une histoire qui est passée 17 ans que j'étais joueur pro. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de temps en dehors de foot. Il y a ma vie avant le foot, mes origines au Brésil. Mais bien sûr que ça reste quelque chose qui va nous accompagner pour toute la carrière. Quand on dit, je disais le titre, c'est « Les buts de ma vie », le titre du bouquin. On se souvient de chaque but? Non, heureusement, j'ai marqué beaucoup. Oui, beaucoup. Mais il y en a plus des supporters qui se rappellent des buts. Tiens, si je dis un penalty mémorable, il y en a un en particulier, quand même. Un penalty, oui, il y en a un. Il y en a un qui est en finale des Coupes Libertadores, c'était la Ligue des champions de l'Amérique du Sud. Et c'était la première finale de São Paulo FC. Et on devait gagner, c'était 0-0. Il y avait 110 000 personnes au stade de Morumbi, à São Paulo. Et donc, on n'arrivait pas à marquer, c'était contre des Argentins, c'était compliqué. Et à la fin, en restant moins de 10 minutes, il y a un siffle, un penalty. Et c'est moi qui devais les tirer. Et donc, quand on siffle le penalty, il y a 110 000 personnes qui crient. Je regarde mes coéquipiers qui célèbrent. Le seul qui n'est pas célébré, c'était moi, que je devais tirer le but. Donc, je mets le ballon par terre. Les bruits c'est la première fois dans l'histoire de São Paulo qu'il devait être champion de la Ligue des champions. Et qui pouvait, donc je ne pouvais pas rater. Donc, je mets le ballon par terre. Je fais 3-4 pas en arrière. Et du coup, je vais... Silence. Je me suis rendu compte qu'il est plus impressionnant des 110 000 personnes qui crient, c'est 110 000 personnes en silence, attends ce que tu vas faire. Ouais. Et là, heureusement, j'ai marqué. Là, c'était un penalty. Wow, non, mais c'est la pression. C'est une pression avec toi. Des grands moments, évidemment, au Paris Saint-Germain, quand la foule crie Captain Rai. Ouais, il y avait tu viens d'une autre galaxie. Exactement, il y avait la chanson. Il y a eu des moments remarquables, inoubliables aussi au parc. Ce rapport avec la ville de Paris, mais tout a commencé au parc avec le club. Et c'est vrai qu'il y a eu une identité, on a quelque chose qui attirait moi vers le public ici à Paris, le Parc des Princes. Et je crois que le Brésil, le fait le Brésil aussi qui fait rêver les Français, et moi j'étais le capitaine. Donc il y a eu
beaucoup des matchs qui ont marqué l'histoire du club en 80, les années 80. Et il y a eu les adieux, le dernier match, ils ont fait une fête. Tout le monde au stade était vert et jaune pour le Brésil, au hommage au Brésil. Ils chantaient la musique brésilienne. C'était face à Monaco, hein? C'était face à Monaco. C'est mon dernier match au Parc des Princes. C'était pas mon dernier match pour le Paris Saint-Germain, parce qu'on a joué 2 finales des Coupes au Stade de France, qu'on a gagné tous les 2. Mais le dernier match, ça a été tellement émouvant parce que ça représentait un séjour de 5 ans avec une très belle histoire. Et à l'époque, sous le coup, on ne se rend pas compte de l'importance qu'il peut avoir dans notre vie. Oui, alors il fallait jouer à Paris et puis repartir au Brésil pour jouer dans l'équipe nationale. Ouais. Et ça, c'était quand même un truc. La Coupe du Monde, par exemple. 94. Ouais. Quand j'arrive à Paris, en 93, c'était un peu moins d'un an avant la Coupe du Monde, le Brésil ne gagnait pas la Coupe du Monde depuis 24 ans. Donc il y avait une pression gigantesque sur l'équipe. Oui. Moi, j'étais le capitaine de l'équipe. Et puis la technique était contestée, comme ça va l'être pour Jacquet 4 ans plus tard pour la France. Il y avait de grosses contestations contre les choix qui étaient faits. Oui, parce qu'au Brésil, en 82-86, c'était un foot magique, on jouait bien, c'était très beau à voir, mais on n'a pas gagné. En 94, il y avait tellement de pression que c'était plus important de gagner d'efficacité que la façon de jouer, la façon artistique qui est toujours... Il n'y avait que des bons joueurs. Moi, on était plus pragmatique, on peut dire, dans le jeu. Tout le monde attend le Brésil, toujours un peu plus artistique, qui fait rêver. Et nous, à l'époque, quand le Brésil ne gagnait pas depuis 24 ans, on a dû être efficace, gagner pour récupérer cette on pourrait dire, honneur que le Brésil, cette fierté de devenir le numéro 1 au monde. C'était extraordinaire, de tout le Brésil. Ce qui est fou, c'est au Brésil. Alors évidemment, ton enfance, il y a le roi Pelé, qui à ce moment-là, évidemment, c'est l'exemple. Hein. Et il y a des joueurs extraordinaires qui, à un moment donné, toi, tu n'es pas destiné au départ à être footballeur. Il y avait 2 frères des 6 enfants qui étaient plutôt footballeurs, dont une légende qui va évidemment être devant tout le monde, mais qui est un peu l'exemple. Oui. Bon, le Brésil, déjà, c'est la première, à l'époque de Pelé, où j'étais pas né, qui gagne la première Coupe du Monde, après la deuxième en 62 et la troisième en 70. Là, j'étais déjà né. C'est la première chose qui rendait fier le Brésil. C'était une histoire des colonies, une histoire aussi de dépendance d'autres pays qui est un peu en développement. Et quand le foot, qui était déjà quelque chose de fort au Brésil, devient le numéro 1 avec le roi Pelé. Donc ça a touché notre confiance en soi, du pays. Donc le foot a pris cette façon, cette mission de donner aux Brésiliens la fierté d'être Brésilien, d'être le numéro 1. Et après, moi, bien sûr, je suis né dans une famille de 6 garçons. Ouais. C'est moi le petit dernier. Socrates, c'est ça? Et Socrates, c'est le deuxième. Socrates, Sostène, le deuxième. Et Sophocle, le troisième. Donc, mon père, il était un passionné de la lecture. Il était autodidacte, mais il était passionné pour... Il avait des livres qu'on dirait communistes par rapport au Brésil de l'époque. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a détruit les livres pour pas qu'on le découvre et que ça puisse vous avoir des ennuis. Exactement. Il était fonctionnaire. Et quelqu'un qui cherchait toujours à connaître les choses. Le Brésil, avant 1964, c'était le coup d'État pour la dictature qui a duré 20 ans au Brésil. Lui, c'était quelqu'un plutôt, je dirais pas communiste, mais qui était une vision socialiste, des partages. Une forme de clandestinité, on va dire, une forme de clandestinité par rapport à ce régime. Oui, et dès qu'il y a eu le coup d'État, tous ces livres-là, il a eu peur, parce que, pour ses enfants surtout. Donc il a dû même brûler des livres parce qu'il était fonctionnaire, il avait peur que quelque chose pouvait toucher ses enfants. Oui, terrible. Et donc les joueurs, je parlais de Socrates à l'instant, qui vont être footballeurs et qui sont aussi engagés au plan politique. Bon, déjà, ça, c'est vrai, on peut être footballeur et engagé. Et engagé, oui. Je crois qu'on peut être et on doit être, surtout de plus en plus, parce que l'importance que le foot a pris dans la société. Et mon père, c'était toujours quelqu'un qui nous a fait voir l'injustice qu'on vivait au Brésil, l'injustice sociale. Donc, il nous a poussé à réfléchir sur le monde, sur la politique, tout ce qui se passe autour de nous. Donc, on a grandi dans cette façon. Et Socrates, qui était docteur aussi, c'est une autre particularité, il était médecin
À l'époque, il faisait la médecine et le foot, très haut niveau. Donc, il joue de Coupe du Monde, il joue dans un des clubs les plus populaires au monde, Corinthians. En pleine dictature, c'est lui qui est le leader de construire dans le club la démocratie corinthienne. Donc, un système qui affrontait le système violent, la dictature violente au Brésil. Donc, il était déjà très engagé et aussi un leader d'un mouvement qui a commencé, qui a fait partie de la redémocratisation du Brésil. Donc, moi, j'ai mon père, ma mère, mon frère comme référence, et moi aussi très engagé depuis toujours. Et ça va être dur parce qu'il va disparaître dans des conditions terribles et il va s'autodétruire, on va dire. Oui, Socrates après. Avec l'alcool, avec tout ça. C'est quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'être sorti avec des amis. Et après la carrière, il a accéléré un peu ça. C'était très jeune, moins de 60 ans, mais quelqu'un qui a laissé un héritage. On est en train, cette année, il y a Walter Salles, c'est un grand metteur en scène brésilien, il a gagné les Oscars avec le film Je suis toujours là. Il est en train de finir un documentaire sur la vie de Socrates, une série de documentaires qui va raconter toute son histoire. Et surtout, le dernier chapitre, ça va être à propos de l'idée. Qu'est-ce que c'est l'idée Socrates? Donc aujourd'hui, il est devenu un symbole de la démocratie, un symbole de la justice sociale. Et dès qu'il y a des manifestations au Brésil pour un pays plus juste, un pays plus démocratique, il y a son image qui apparaît. Donc, même s'il y a eu une disparition tragique pour nous, pour la famille, mais son héritage, c'est quelque chose qui va rester incommensurable. Et alors toi, tu joues au ballon dans le couloir de la maison. À la maison avec 5 autres joueurs. Et il y a ton autre frère qui dit « Le champion de foot, ça ne sera pas moi, ça va être lui. » Et il dit que ça sera toi. Oui, c'était... moi, je suis né... Parmi les 6 frères, mon père, il adorait le foot, mais il était très mauvais. On ne savait pas... On dit toujours... On fait une blague en disant que ma mère devait jouer très bien parce que parmi les 6 garçons, 5 pouvaient être pros. dont 2 étaient pros. Tous les 2 ont joué la Coupe du Monde, moi champion du monde. Mais à la maison, je suis né, on jouait le ballon tous ensemble. Je suis né déjà presque dans une équipe de foot. Et au fur et à mesure, Socrates était un talent tellement important qui même qu'avec la médecine, la passion avec la médecine, il n'a pas pu s'empêcher de faire une belle carrière. Mais tu disais, que tu le dis encore, je suis proche des gamins des rues qui jouent au football dans la rue, au Brésil, parce que c'est ça le foot. Ouais. C'est aussi quelque chose qui est fort. On va parler de l'éducation des gamins, on va parler de tout ça dans un instant, mais le foot, ça doit être ça. Ouais. Ça va bien au-delà d'un simple sport. Oui, le foot, pour moi, et c'est ça qu'on va parler tout à l'heure sur mon association, le travail social qu'on mène au Brésil depuis 27 ans. Ce qu'on voit dans le foot de haut niveau, c'est juste une petite pointe des passions, des supporters, de toute une structure de foot professionnel. Mais le foot, c'est un atout pour le développement humain, pour la socialisation. Moi-même, j'étais quelqu'un de très, très, très timide jusqu'à 15 ans. C'est ça que je raconte. Quand mon frère a dit, moi, je suis allé couper mes cheveux, il a dit, Socrates, il est bon, mais celui-là va être encore meilleur, c'est ça. Et moi, je ne me rendais pas compte. Mais moi, j'étais très, très timide. Le foot, le sport qui m'a donné l'opportunité de se mettre ensemble avec d'autres personnes, d'avoir une socialisation meilleure, une autre confiance en soi, en moi, dans le cas, et qui m'a changé complètement. Moi, je n'ai jamais aurait pu imaginer devenir un capitaine d'une équipe ou voire d'une équipe nationale. Et donc, c'est le foot qui m'a aidé dans mon développement humain. Et c'est ça que je crois que parfois les gens oublient. Dans les écoles, dans le système éducatif, on oublie que le sport, c'est un atout exceptionnel. Et mon père, qui ne jouait pas au foot, mais qui adorait la littérature, les études, l'éducation d'une façon générale, de la même façon qu'il poussait ses enfants à faire des études, il savait l'importance aussi du sport dans le développement de ses enfants. Mais Gol des Lettrins, c'est l'association
Ouais. Ça, c'est très important. Je le sais que c'est très important pour toi. Ça veut dire les buts pour l'éducation. Exact. Et au fond, on marque des buts, mais c'est pas pour rien. Il faut que ça serve. C'est Go de Letras, c'est une association qu'on a lancée là, en 98, même un peu avant que j'arrête le foot. J'ai arrêté en 2000. Et c'est pour reconnaître l'importance toute la révolution qu'on va faire au Brésil, ça doit passer par l'éducation. Donc, il n'y a pas que du sport dans l'association. Il y a le sport, mais il y a aussi la littérature. C'est le sport avec la littérature, l'histoire avec le théâtre, la musique, la danse. On donne des opportunités dans des quartiers difficiles à des nouvelles générations, des enfants, mais aussi des jeunes, des moins jeunes. Parfois, même les parents, ils viennent, ils font nos activités. Ils sont des activités d'opportunités, de développement de chacun. Dans les quartiers difficiles au Brésil, le niveau de l'école, normalement, c'est bas. Donc, on donne des opportunités à des activités éducatives pour qu'ils puissent se développer, de devenir eux-mêmes des agents de transformation sociale, non seulement de leur vie, de leur famille, mais surtout de l'environnement où ils sont, où ils habitent, dans leur quartier, Ouais. peut-être sa ville, et peut-être changer un pays. Aujourd'hui, dans ces 27 ans, il y a plus de 30 000 enfants et jeunes qui sont passés dans nos centres, qui aujourd'hui sont des médecins, sont des entrepreneurs, sont des sportifs, beaucoup aussi d'artistes. Donc, je dis que Go de Letras, c'est une source de transformation sociale pour que les jeunes viennent, prennent des opportunités pour se développer et après trouver leur chemin. Après, on va les aider jusqu'au moment d'aider les construire un projet de vie à chacun. Donc, il y a plus de 30 000 enfants et jeunes. Et notre modèle, on a 2 centres, un São Paulo et à Rio, dans les banlieues, dans des quartiers très, très difficiles, parfois violents. Et on a un projet d'essaimage de notre méthodologie. Comme c'est un projet qui a bien marché et qui a eu des résultats, on a un groupe d'éducateurs, des pédagogues, des psychologues qui vont dans d'autres régions du Brésil, parce qu'on n'a pas des moyens pour avoir des centres un peu partout au Brésil. Donc, ils vont dans d'autres régions du Brésil et forment d'autres associations pour faire la même chose qu'on fait à São Paulo Rio. J'ai plus de 15 autres régions du Brésil. Il y a la méthodologie Go de Letras. Donc, on peut dire qu'indirectement, on touche plus des centaines, des milliers de générations qui ont déjà passé et qui sont en train de passer. Dans nos centres, aujourd'hui, c'est 6 000 enfants et jeunes qui viennent tous les jours. C'est incroyable. Hein. J'ai un mot, c'est au début du livre, là, hein, il y a une citation de Caetano Veloso qui dit « Le Brésil est inévitable ». C'est-à-dire qu'on reste brésilien. Et c'est un grand poète, Caetano Veloso, un grand chanteur. Oui, chanteur, compositeur. Compositeur et engagé aussi, un homme politique, quelque part. Aujourd'hui, je crois que c'est la principale, un peu comme Socrate a été dans le foot, c'est Caetano Veloso. Aujourd'hui, dès l'époque de Bolsonaro, aujourd'hui, qu'ils nous ont essayé de donner une amnistie, de faire pas valoir la prison de Bolsonaro, c'est lui qui a convoqué la population à aller dans la rue. Et Caetano Veloso a cette phrase, le Brésil, c'est inévitable. Et vous êtes venu au Brésil, vous avez connu le Brésil. Le Brésil, c'est ce mélange des gens, des races qui se mettent ensemble. On a plein de défis devant nous pour le développement social surtout. Le Brésil il est parti entre les 10 pays les plus riches au monde, mais en même temps, entre les 10 pays les plus injustes du monde. Donc, on a plein de choses à faire. Et je dis toujours, pour confirmer la phrase de Caetano Veloso, tous mes amis qui sont venus visiter le Brésil, ils viennent pour la beauté, pour la nature, c'est un pays exotique qui a le carnaval, la musique, la danse, qu'il y a dans le foot aussi, cette danse qu'il y a dans le foot brésilien. Mais quand ils arrivent là-bas, qu'ils passent 2-3 semaines et qu'ils reviennent, mais 90% de mes amis disent ce qui m'a plus touché, c'est les gens. Oui, c'est le vrai. chaleur humaine, l'échange. Donc c'est pour ça que quand Caetano, on a des choses au Brésil qu'on a rarement va voir en dehors du Brésil. Cette chaleur humaine, cette côté. Donc le Brésil, il faut, et on a besoin, et le monde a besoin d'un pays qui se développe pour devenir un pays encore plus mûr à niveau des civilisations, encore plus mûr pour dégager toute la richesse émotionnelle, humaine qu'on a partout dans le monde. Mais ce n'est pas le Brésil de Bolsonaro, ça. Hein, ça n'a pas été ton truc. La lettre ouverte publiée dans Le Monde contre, à l'époque, le président Bolsonaro, et qui citait Albert Camus. Oui, ça c'est pour dire... J'ai osé, au minimum qu'on peut dire, de citer et d'être basé sur
sous le livre A Peste. Et là, dans ce cas, c'était Bolsonaro. Et je suis très fier d'avoir écrit cet article pour Le Monde, qui a après été repris au Brésil et qui a eu un impact gigantesque, qui a aidé dans l'élection de Lula contre Bolsonaro dans les élections. Et c'était une révolte. Donc c'est quelqu'un qui a écrit, moi j'ai écrit un article, je crois qu'il est beau, ça vaut le coup de voir, mais surtout efficace parce qu'il y a un impact, mais qui montre, qui représente, c'est une révolte interne et une révolte aussi de tout un peuple, hein, qui c'est pas dans notre ADN, mais bon là, on sait que c'est pas le Brésil, qui est le Brésil qui passe pour des moments comme ça. L'extrême droite, des politiques moins humaines, moins... et donc je crois que le Brésil passe pour la même chose. Heureusement, aujourd'hui, Bolsonaro est en prison et on espère qu'ils sont clairs. Non, c'est pas que lui, hein, donc qui sont clans, qui va essayer de venir encore au pouvoir. Qui seront loin et qui on va continuer dans le bon chemin. Oui. Alors, allez, foot. Ouais. Un mot, prochaine Coupe du Monde. Ah ouais, le 2026. Comment Évidemment, ton cœur va battre pour le Brésil. Ouais. Allez, le Brésil, on n'est pas le favori. Je crois que pour la première fois de l'histoire, il y a des choses inédites avec l'équipe nationale du Brésil là, pour cette Coupe du Monde. La première fois que je crois qu'on ne rentre pas comme un favori, même si on peut la gagner, bien sûr. On a des grands joueurs, des cracks qui en a un peu partout aussi dans l'Europe, qu'on voit. La première fois aussi qu'on a un entraîneur étranger, donc c'est Ancelotti, l'Italien. Et donc, ça va être une surprise. Mais bien sûr que le cœur, ça va être pour le Brésil, mon cœur serait pour le Brésil. Mais je suis aussi là, j'ai la double nationalité de cœur aussi avec la France. Français. Il est France. Le président François Hollande t'a fait français et la Légion d'honneur aussi. Hein. Oui, très, très fier. Ouais. C'était à l'époque des Jeux Olympiques au Brésil. On a offert ces cadeaux de donner la nationalité. Parce que c'est le rapport entre le Brésil et la France a été toujours, à part Bolsonaro, hein, c'est un rapport à l'amitié de 200 ans. Et je suis fier d'être un symbole de l'amitié franco-brésilienne. Et dans ce monde d'aujourd'hui, on se rapproche entre la France, le Brésil, l'Europe et l'Amérique du Sud. Je crois que c'est quelque chose d'important pour le monde. Mais pour la Coupe du Monde, je crois que la France va être parmi un des favoris. Il y a de plus en plus des jeunes qui viennent, d'autres joueurs qui ont été champions du monde, qui ont joué la finale de la Coupe du Monde. Donc la France a su renouveler sa génération. Il va arriver fort à la Coupe du Monde. Le Brésil, ce n'est pas le favori, mais attention, ça peut se prendre. Tu as 2 chances de gagner, alors, hein, la France ou le Brésil. Ouais, 2 chances, c'est déjà c'est le doublé. Et des fois, quand tu vois un match, tu te dis « Ah, qu'est-ce que je ferais sur le terrain ?» Tu penses à ça, tu te souviens, tu te dis « Mince, là, j'aimerais bien être à la place de celui-là. » là. Parfois, pas tout à fait comme ça. Moi, j'ai des frissons quand j'arrive dans un stade avec un match important. Au moment d'arriver au stade, de voir le bruit des supporters, tout ça, cette émotion, c'est quelque chose que je ressens le plus. Mais j'ai tellement profité, j'étais tellement positive. J'ai une carrière victorieuse, plein de belles expériences, des groupes, des amis qui sont restés pour la vie. J'ai vécu assez pour ne pas avoir de regrets. Donc, quand je vois, bien sûr, ça, il pouvait faire ça ou là, mais je sais que moi, je ne peux plus. Donc, je reste dans l'émotion, dans la passion de foot, plus que dans les détails techniques. Merci Rai, merci de nous avoir fait rêver. Les buts de ma vie, un homme engagé sur tous les terrains aux éditions Face Cachée. C'est le dernier livre qui raconte tout cela avec une préface de Michel Denisot, évidemment, qui était le président du Paris Saint-Germain quand tu en as fait les grandes heures. Merci beaucoup Rai. Je vous en prie, c'était un plaisir. Merci infiniment d'avoir été notre invité. Merci. Et j'espère que les gens vont profiter de bouquins et aussi d'être curieux de connaître le travail des fondations Go de Letra Brésil, qui a une antenne en France, Go de Letra France. Il faut y aller. Merci Rai. Je vous en prie.